Oui, c'est une question pour Monsieur Kerbelec. Étant impliqué dans la pharmacie, j'ai vu qu'il avait évoqué les limites de la sérialisation. Je comprends que ça peut marcher tant qu'on est dans une certaine zone du monde, mais qu'après tout, dans deux zones différentes, on peut utiliser les mêmes numéros. Et j'ai vu qu'il avait mis les médicaments dans la première case de ces applications nouvelles. Est-ce qu'on peut avoir, sans trahir de secret, une idée de la façon dont ça peut se présenter, ça? Est-ce que ce sont des chiffres encore qui vont être lus par des codes qui vont être lus par des machines? Je comprends qu'il faut que ce soit pas apparent pour pas pouvoir être copié. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors là c'était un exemple prospectif de ce qu'on pourrait faire effectivement, puisque la sérialisation vient tout juste d'être mise en place, après pas mal d'années. Donc voilà, mais c'est en discutant avec les industries, avec grand-peine et avec énormément d'argent, je le sais. L'idée était du coup d'essayer de comprendre s'il restait une problématique. Et voilà, sans énormes investissements, il est possible d'avoir des cartouches qui rentrent dans le même process pour imprimer en invisible des codes qui sont déjà existants. Donc c'était ce qu'on voulait démontrer pour pouvoir les authentifier par des personnes équipées a posteriori, ce qui n'engagerait pas énormément d'argent par rapport à ce qui a été fait, mais qui viendrait compléter un niveau de sécurité qui serait sans doute utile. Mais là encore, voilà, c'est juste un complément. Ce serait une question sur la technique SNIF NMR qui a été présentée avec pas beaucoup de techniques associées derrière, malheureusement. Vous utilisez donc RMN deutérium, RMN proton, RMN carbone 13. Donc la plupart du temps, on cherche le rapport des différents isotopes, mais par exemple pour le carbone, vous avez que le carbone 13 qui est activé en RMN. Comment vous arrivez à accéder à l'information du rapport isotopique pour des atomes que vous ne pouvez pas détecter par la méthode RMN? Alors, en fait, on utilise la méthode SNIF NMR pour étudier de façon positionnelle donc les rapports deutérium sur hydrogène ou carbone 13 sur carbone 12. Et après, il y a une autre technique que je n'ai pas développée, qui est la technique de la RMN du proton, où là, on peut avoir une empreinte spectrale d'un produit ou d'une population de produits que l'on peut considérer comme une banque de données. Donc, l'instrument est le même, c'est-à-dire un spectromètre RMN. Par contre, le type d'analyse réalisée n'est pas le même. Mais je ne suis pas sûr de répondre à votre question, à vrai dire. Du coup, vous faites une référence sur le proton qui vous donne en fait votre quantité moléculaire. Ensuite, vous regardez avec le carbone 13 que vous arrivez, j'imagine, à calibrer, vous retrouvez dessus. Parce que c'était surtout sur le carbone 13 que je posais la question, parce que le carbone 12, ayant un spin nul, vous ne pouvez pas le voir en RMN. Donc, si vous voulez pouvoir faire un rapport isotopique, j'imagine que peut-être vous avez une calibration qui vous permet d'accéder indirectement à cette information. Comment est-ce que vous faites pour faire le rapport carbone 13, carbone 12, sachant que le carbone 12 ne donne rien? Non, je voudrais répondre très simplement. Je vous conseille d'aller dans une bibliothèque universitaire, trouver le petit livre de RMN des Martin et Martin, qui a été un livre pour les gens de ma génération, qui permettait de comprendre tous ces rapports isotopiques qui ont permis aux Martin de mettre au point et de créer Eurofin. Voilà. Oui, mais la question était, comme le carbone 12 ne donne pas de signal, comment fait-on pour mesurer? Oui, mais c'est la question. Comment on utilise une référence interne après. 12. Oui, je pense qu'on est dans le technique de la technique et qu'on pourrait avoir élargir actuellement le... Donc j'ai ma réponse, vous utilisez un témoin que vous rajoutez et vous fermez avec une quantification comme une calibration pour un dosage RMN classique. Exactement. Je sais que pour, par exemple, la RMN du deutérium, on utilise comme référence le TMU, tétraméthylurée, dont la quantité en deutérium est connue. Par contre, désolé, c'est le point faible en m'ayant invité. Moi, je ne suis pas le directeur du laboratoire, je ne suis pas le responsable de la R&D. Et à mon niveau, dans mon métier, je dirais que je n'ai pas besoin d'aller dans ce niveau de détail, et donc je suis incapable de répondre à votre question. Mais en tous les cas, vous avez été aidé pour
Ou après, je vous incite aussi peut-être à lire tout simplement nos publications scientifiques dans lesquelles on décrit bien le matériel et méthodes, etc. Voilà. Bien, s'il n'y a plus de questions sur les conférences, on va démarrer la table ronde. Alors, il y a 2 ou 3 points sur lesquels on voudrait un petit peu élaborer par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui. Le premier point, c'est, et là les questions sont posées au débat, comment va évoluer la fraude ? Qui est-ce qui veut répondre ? Alors, moi, je veux bien répondre, mais je ne suis pas sûr de répondre à la question, c'est juste un éclairage. En fait, moi qui ai 30 ans d'expérience dans ce métier, je me suis rendu compte comment dire, au début, quand j'ai démarré à Eurofins, on avait une seule offre, c'était l'authenticité. Et là, il fallait pas rencontrer le responsable du labo. Il fallait taper haut dans les entreprises. Directeur marketing, directeur des achats, direction générale. Parce qu'effectivement, détecter des fraudes, c'est une stratégie d'une entreprise, une volonté. Et effectivement, les décisions sont prises à haut niveau. On a eu de la chance à Eurofins. On a eu de la chance. Un grand groupe laitier français, par exemple, le directeur des achats s'est dit, tiens, moi j'achète de la vanille naturelle, je vais m'amuser, parce que je reprends ces mots, on va vérifier, on va analyser tous les arômes naturels vanille, et puis après on va convoquer les fournisseurs, on va regarder. Et effectivement, il y avait beaucoup de non-conformité, si vous voulez. Et cette personne dans l'entreprise avait beaucoup de pouvoir. Par contre, aujourd'hui, moi je suis un peu... comment dire, on se rend compte que ce qui est important dans l'entreprise, c'est plutôt la sécurité alimentaire, l'absence de germes pathogènes, etc. On ne parle pas des mêmes produits, bien évidemment, etc. Mais je pense que là, vous pouvez aller voir un responsable de labo qui va vous recevoir, qui a un budget, qui chaque année doit faire... c'est la protection des marques. Je suis très bavard, donc je vais partager le micro, mais l'authenticité, c'est aussi la protection des marques. Parce qu'effectivement, des grandes entreprises, j'ai cité l'exemple des industriels allemands, des jus de fruits, qui ont bien travaillé. On peut aussi dire en France aussi. Ça a été également développé par le biais de Calijus, qui a signé un protocole de collaboration l'année dernière avec la DGCCRF. Parce qu'effectivement, quand vous buvez, j'ai parlé tout à l'heure de la chambre à coucher, quand vous allez vous coucher, maintenant je suis au petit déjeuner. Quand vous allez boire votre verre de jus d'orange, effectivement, vous allez voir, il y a le logo de Calijus, si effectivement le jus que vous consommez provient d'adhérents de Calijus, et ce sont les industriels des jus de fruits qui ensemble se sont dit on va mettre en œuvre des contrôles d'authenticité, on va permettre à des auditeurs de visiter nos usines, et tout ça c'est sous le contrôle, la validation par la DGCCRF. Je trouve que c'est une démarche extrêmement intéressante. Voilà les réflexions que j'ai sur la fraude, mais je passe la parole. Je pense qu'on peut regarder, pour répondre à la question, le bon exemple est de regarder dans le rétroviseur et comment ont évolué. Vous l'avez dit, depuis 30 ans, d'abord vous tapiez haut et maintenant vous allez voir des personnes qui ont des budgets. Moi qui suis dans l'innovation et dans les produits de rupture, je suis obligé de taper haut car les personnes n'ont pas les budgets et ils ne savent pas qu'ils en ont encore ils ont la possibilité d'utiliser des traceurs pour aller... Vous voyez, donc je pense que l'évolution, elle se fait par mimétisme de l'histoire. Elle a juste changé de matériaux et avec les crises qu'on enchaîne, par contre, on a un recentrage aussi, une francisation, une nationalisation, en tout cas qui est forte, qui nécessite de plus en plus encore de contrôle. Mais là, vous parlez de contrôle, ce n'était pas ma question. Ma question, c'est comment la fraude évalue, puisque c'est toujours la course de l'épée et du bouclier. Là, vous avez des techniques actuellement qui vous permettent de déterminer à peu près bien les produits fraudés. Vous nous les avez présentés tous, mais il faut qu'on progresse, il faut qu'on sache à quoi on s'attend. C'était ça ma question. Comment, vous, les spécialistes, vous voyez l'évolution de la fraude ? Alors, plusieurs éléments de réponse. On a vu qu'aujourd'hui, il y avait des outils qui étaient efficaces, mais qui sont lourds, très souvent. C'est-à-dire qu'ils nécessitent que l'échantillon aille au laboratoire. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est comme si on avait une épuisette, mais avec vraiment une maille très grosse, et donc on attrape quelques poissons. L'évolution, c'est d'aller sur le terrain.
C'est-à-dire que c'est... Encore, tu réponds pas à ma question. Mais je vais y répondre. Parce que Encore à de la détection. Moi, je veux savoir comment va évoluer la fraude. Eh bien oui, mais c'est une réponse en deux parties. Je suis obligé de donner la première partie. Non, mais parce que ça, c'est important, je dirais, pour nous, pour la science, pour la chimie. Alors, il y a eu une journée sur l'intelligence artificielle il n'y a pas si longtemps que ça. Les outils progressent et c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas démultiplier les humains. Et donc, il va y avoir des travaux et l'analyse doit aller sur le terrain pour une prise de décision super rapide. Et là, forcément, le maillage va se réduire et on va détecter encore plus. Et peut-être que ça va commencer à être contre-productif pour les fraudeurs. Parce que si ils se font avoir une fois sur 100, c'est dans perte et profit. Si c'est 10 fois sur 100, 20 fois sur 100, ça commence à devenir problématique. Mais là, tu parles de détection. C'était ma deuxième question. Mais il fallait quand même que je finisse. Oui, mais tu as répondu avant. Vas-y. Comment va évoluer Alors, comment va évoluer? Parce qu'après, là, c'est effectivement détecté. Maintenant, il faut que on se donne les moyens pour qu'il n'y ait plus de fraude. Et pour que les produits qui soient développés soient plus difficilement fraudables par rapport à leur qualité, par rapport à leur performance, pour empêcher finalement l'envie de les frauder. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu as répondu à la deuxième question que j'allais mettre en débat. La première question, c'est vous qui êtes spécialiste autour. Comment la fraude va évoluer d'après vous? Vas-y Bernard, prends-la. Je voulais intervenir. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé pendant toute la journée, c'est OMC. Je crois que le problème de la fraude, si on reprend la fraude fiscale, les paradis fiscaux, il y a eu un moment où il y a une réflexion au niveau des G7, G20, qui varient en fonction du nombre des pays accueillis, où on s'est dit, bon, les paradis fiscaux, ça arrête, le secret bancaire, même la Suisse a changé, et un certain nombre. Et donc, on a maintenant une cartographie des paradis fiscaux. Sur la fraude fiscale, on sent bien qu'il y a tout de même l'opinion publique, il y a une pression. Donc, je pense que l'évolution va passer aussi à travers des discussions. Est-ce que l'OMC, c'est juste pour faciliter la circulation des produits, mais on facilite aussi la circulation des faux. Et donc, je reprends l'exemple de la Chine, parce que la bière, la Tsingtao, est très intéressante. Les Chinois, sur le plan intérieur, ont développé des outils, ils ont, de point de vue analytique, ils ont de matériel actuellement, rassurons-nous, sur la qualité des scientifiques chinois, leur capacité. Et regardons ce qui s'est passé aussi pour le lait. Le lait mélaminé, ça a été un choc pour la structure du gouvernement chinois, qui s'est retrouvé avec une opinion publique qui était très secouée, parce que on était juste à la fin de la politique de l'enfant unique. Quand l'enfant unique décède avec du lait maternisé frauduleux, ça secoue l'appareil du parti chinois. Donc, la Chine a pris des mesures strictes. Il y a eu quelques personnes qui ont été passées par les armes. Et les règles du jeu, ont changé. C'est-à-dire que la fameuse Chinese FDA, c'est très professionnalisé. Et maintenant, il y a un certain nombre de choses, c'est extrêmement contrôlé. Donc, je pense qu'il va falloir discuter sur le plan OMC, sur le plan international, avoir des discussions avec les États, de se dire, est-ce que vous êtes dans la catégorie État voyou, vous laissez faire la fraude, ou est-ce que vous acceptez de jouer le jeu sur le contrôle de la fraude? C'est un peu comme pour les paradis fiscaux. On avait considéré que tout le monde pouvait frauder dans certains pays, et on a dit à certains pays maintenant, vous êtes dans quel camp? Donc je crois que c'est ça. Alors, et à l'OMC, il aurait fallu inviter l'ancien patron de l'OMC, M. Lamy, pour pouvoir discuter de ce problème. Je crois que l'OMC ferait bien de s'emparer du sujet. Je pense qu'en fait, on n'a pas la réponse à la question. En fait, je pense que. Oui, mais alors, ça veut dire que le bouclier sera toujours derrière l'épée. Non, il faut toujours être plus rapide que le fraudeur, mais le fraudeur, lui aussi, il évolue. Et donc, comme on n'est pas des fraudeurs, on n'arrive pas à répondre à cette question. Je pense donc, on a toujours une guerre de retard. Non, il faut avoir un. Non, on n'est pas en retard. Il y a l'unicité. Enfin, je reviens sur des produits qu'on est les seuls à mettre sur le marché. On a du mal à être fraudé quand même, quoi. Et donc, c'est aussi dans l'évolution des produits. Oui, d'accord. Non, mais je vais rien ajouter de plus parce que visiblement, la réponse à votre question, elle est compliquée. Moi, je suis absolument d'accord avec Xavier. C'est que la fraude, elle évolue pas. C'est presque la question qui est posée à l'envers. La fraude, c'est un concept.
Donc, on va toujours frauder. On a toujours fraudé. Je pense que ça a dû commencer à la préhistoire, hein, probablement. Donc, frauder, c'est essayer de gagner de façon illicite un avantage. Moi, je n'ai pas d'autre réponse de mon côté, c'est le produit. C'est les pratiques et les produits. À partir du moment où il y a une pratique nouvelle, on a vu le côté développement durable ce matin, ou un produit nouveau, alors évidemment, obligatoirement, il y a une fraude derrière. Mais ce n'est pas une évolution du concept de fraude. Le concept de fraude, je peut-être un peu de la philosophie de comptoir, mais il est inhérent à l'homme. C'est l'envie d'obtenir un avantage illicite. C'est pour ça que moi j'ai du mal à dire comment on va évoluer la fraude. Par contre, la question c'est quelles sont les futures fraudes. Voilà. Pour connaître les futures fraudes, il nous faudrait connaître les futurs produits, les futures pratiques. Et pour l'instant, ça on peut pas vous répondre. Mais quand même, si on prend l'exemple de tout à l'heure, qui a été le dernier exemple du marquage moléculaire, il y a des fraudeurs qui vont sans doute arriver à le contourner. C'était un peu ça aussi ma question. Oui, mais la fraude n'est pas nouvelle en elle-même. C'est la traçabilité. Comment elle va évoluer ? Il est beaucoup plus facile de répondre, et c'est ce que Xavier a fait un petit peu, c'est de savoir quelles sont les prochaines façons de répondre aux fraudes. Donc là, il faut aller plus vite, il faut aller sur le terrain. Voilà. Mais ça, là, on est plus dans notre domaine de confort. Par contre, la bière Tsingtao, elle n'a pas une particularité. La fraude sur la bière Tsingtao n'a pas une particularité en elle-même qui fait que c'est une fraude nouvelle. Non. C'est le moyen d'y répondre qui est nouveau. Oui, mais si on a des produits hyper protégés, par exemple par le marquage moléculaire, par exemple par des nouveaux produits, comme vient de le souligner Xavier, les fraudeurs, ils vont quand même s'y attaquer puisqu'il y a de l'argent à gagner. C'est une question de temps. Voilà, mais alors comment ils vont faire ? C'est ce qu'on s'est dit, nous, effectivement. Alors sur le traceur, je ne sais pas, mais les isotopes que moi je connais mieux... Les isotopes que je connais mieux, c'est que vous contournez. Alors cette fois-ci, je suis désolé, on est encore côté outils. Vous allez changer d'isotope, vous allez changer de traceur. Peut-être qu'un jour, il va découvrir que son système invisible, ils ont pour 3 francs 6 sous, ils ont trouvé une façon de le détecter. Ils ont déplombé les codes et ils ont disposé des logiciels. Eh bien, il changera de traceur, il changera de façon de faire, il le mettra autrement. Ça sera sous forme de puce ADN. C'est tout. On n'a pas d'autres moyens. C'est consubstantiel à la recherche de fraude d'être en retard. Il faut l'assumer. Et il faut, par contre, proposer des outils qui permettent une robustesse des outils le plus longtemps possible et être extrêmement humble. Non, parce que regardez, la venue dans le monde de l'Internet, la vente sur Internet, ça, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 10 ans, ça n'existait pas. Mais on pouvait quand même penser que ça allait venir. Et c'est un peu ça ma question, c'est est-ce qu'il y a un futur système qui va permettre aux fraudeurs, un nouveau système de distribution, un nouveau système de fabrication, qui va permettre aux fraudeurs de nous doubler encore une fois de plus et qu'on soit encore en retard dans la bagarre ? Je pense que alors là, si on veut être dans le prospectif, je vais vous donner une idée. Les futurs fraudeurs, ils seront tous derrière un ordinateur. Voilà, ça, c'est intéressant. Voilà, ça, vous commencez à répondre à ma question. Ouais, mais on n'est plus dans la chimie, donc c'est dommage. Mais les futurs fraudeurs seront derrière un ordinateur à créer des faux produits dans un monde virtuel qui n'existe pas. Et à vous les vendre. Enfin, voilà, si on veut regarder loin, je pense qu'ils vont aller par là. Pour autant, il y aura toujours ces fraudeurs du monde réel, basic, ça, parce que nous, derrière un ordinateur, on a toujours besoin de manger, on a toujours besoin de vivre. Mais voilà, en tout cas, les fraudeurs, ils s'attaqueront à ça aussi. Moi, j'avais une réponse, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je pense que les fraudeurs vont quand même toujours se tourner vers des produits qui ont beaucoup d'argent à gagner. On ne va pas frauder sur des choses où on ne gagne pas. Sauf s'il y a du volume. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ce que je suis en train de dire ? Sauf s'il y a du volume, c'est un peu l'équation. On gagne beaucoup d'un coup, ou on gagne moins, mais on gagne très souvent. Oui, mais au final, tu gagnes plus d'argent. Non, mais c'est ça. On ne va pas aller s'attaquer à un truc qui ne rapporte pas d'argent. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut... Une des solutions, c'est être dissuasif d'un point de vue économique, parce que moi, je rejoins sur l'OCDE, mais peut-être qu'avec le temps qui passe, moi, je suis un peu cynique et je ne crois pas trop à ce qu'on arrive à s'organiser, puisque c'est des enjeux économiques et donc les États mesurent ces enjeux économiques. J'avoue que j'ai un peu du mal à l'imaginer, mais ce serait super. Hein. Par contre, à partir du moment où il y a un levier économique, que la fraude ne devient pas plus intéressante d'un point de vue économique, là, la question se pose. Alors, viendra encore toujours le luxe où un produit vaut très très cher, et là, pour le coup,
ça vaudra encore le coup. Donc la réflexion à avoir sur la qualité des produits, sur l'éducation du consommateur, enfin il y a plein de choses. Les outils aussi, pour moi, à l'avenir, c'est le smartphone et des solutions, comme on a vu pour terminer, où c'est le consommateur qui est lui le détecteur, c'est-à-dire qu'il va, il prend une photo d'un produit, on lui dit tout de suite, attention, tu es en train de te faire arnaquer. Donc il y a des choses qui vont évoluer de plus en plus. Maintenant, je pense que c'est plusieurs choses en même temps sur lesquelles on peut œuvrer. Vous avez parlé tout à l'heure du manque de personnel dans vos laboratoires publics d'analyse. Là, je m'adresse à vous. Là. Le manque de personnel, grosso modo. Enfin, s'il y avait plus de monde, ça marcherait mieux. Et nous aussi. Et donc. Je me suis permis de dire qu'il y avait juste une proportionnalité entre les résultats et les effets. Même, vous avez été plus prudent que moi. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Bon, mais si on veut lutter contre la fraude avec efficacité et donc investir de l'argent sur des nouveaux instruments, investir de l'argent sur de nouveaux personnels, etc., il faut quand même qu'on sache un petit peu à l'avance vers quoi on va investir cet argent. Et si on ne sait pas où on va investir sur... Vous voyez un petit peu, c'est ça la prospective. C'est pour ça que je posais cette question. C'est ça, il faut investir vers des systèmes qui permettent aussi aux consommateurs d'être l'expert authentificateur, mais en lui retirant la charge de la science et donc du push button, comme on dit, tout simple. Et c'est pas évident parce qu'on pourrait déjà le faire. Je pense que la plupart d'entre nous ne scannent pas quand ils voient un QR code, même si maintenant on a plus l'habitude. Mais sur le vin, on en parlait beaucoup. Le champagne, le vin, c'est un sujet récurrent. Il y a des technos, il y a des QR codes qui sont apparus. Scannez-les, même si vous avez l'impression... Mais ce QR code va vous dire si c'est du vin fraudé ou pas ? Ouais. Et normalement, il y aurait eu quelqu'un qui est un expert qui aurait dû être là, je ne l'ai pas vu, qui était inscrit. Et oui, ces QR codes hyper sécurisés existent, ils sont sur vos bouteilles. Si vous les voyez, scannez-les et regardez ce que vous aurez. Vous allez voir, ça sera simple, on vous dira vrai ou faux, mais ils existent. En fait. Sur votre smartphone ? Voilà. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissaient ça, mais moi, je ne savais pas. Je ne fais pas la pub de ma boutique parce que ce n'est pas moi. Donc, Vous savez, toi ? Est-ce que quelqu'un parmi vous savait qu'en scannant une bouteille de vin, le QR code, on savait si c'était faux ou pas ? Personne. Hein ? Merci. Si, regardez. Il y a des alcooliques dans la salle, c'est bon. Il y a une fraude qu'on a... Il y a une fraude qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui dans cet après-midi, parce que peut-être on est à la maison de la chimie, mais par exemple, vous avez l'usurpation d'identité. Ah bah oui, mais ça... qui est une fraude à la carte d'identité, en quelque sorte, et qui perturbe beaucoup la vie de nombreux citoyens qui se retrouvent avec un clone qui a récupéré tout un tas d'informations, et y compris oui, mais on n'a pas pu faire intervenir ça, ni sur les billets de banque, parce qu'il y a trop de secrets. Mais ça, c'est pas sur les billets de banque. Oui, mais c'est pareil, les passeports. C'est le monde virtuel avec la capacité de gens derrière des ordinateurs d'usurper une identité, d'aller créer des comptes bancaires, vider les comptes bancaires très rapidement, avec ensuite une dissémination de banque virtuelle à banque virtuelle. De façon on s'est posé la question de savoir si on faisait intervenir les gens. C'est un vrai problème qu'on n'a pas du tout abordé. Non, mais une fraude on en a parlé. Très bien. Au niveau du comité de préparation, on a parlé des faux billets, des faux pièces d'identité, etc. On ne pouvait pas en parler, parce que publiquement, ces gens-là cachent beaucoup de choses. Normalement, les fabricants de billets à côté de Clermont-Ferrand, ils ne vont pas vous raconter ce qu'ils mettent sur leur billet de banque. Et c'est la même chose pour les passeports digitaux et les cartes d'identité digitales. C'est pour ça qu'on l'a sorti. Mais c'est vrai que c'est très important. Alors, quelques infos, si vous en voulez. L'identité passe par un dialogue à travers des messages des réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout une falsification traditionnelle de billets ou autre. Sur l'aspect documentaire, sur l'aspect billets de banque, il y a plus de 50 systèmes de sécurité, je crois, sur les billets de banque dans l'Euro 2. Donc c'est un empilement de sécurité qui, normalement, commence par l'utilisateur. C'est-à-dire quand vous avez un billet, vous devez le regarder, vous devez l'apprécier. Personne n'est formé à ça, mais on voit des choses. On est censé pouvoir regarder, avoir l'impression que c'est le vrai au moins. Si vous avez un doute, surtout, l'utilisez pas, parce que c'est vous qui vous retrouvez dans une situation complexe, parce que maintenant, on ne vous le remboursera pas. Maintenant, le système a changé. Pour les documents d'identité, c'est pareil, c'est très complexe, c'est toujours les mêmes technologies, finalement. C'est un empilement de sécurité dédié à des plus ou moins experts, et dont le détail ne nécessite pas d'être exprimé, effectivement, à tout le monde, et surtout en enregistrement. Mais voilà, ça existe. L'avenir étant à l'identité numérique qui est poussée par des technos. Alors, on a la chance encore d'avoir une très belle
entreprises françaises qui poussent et qui travaillent là-dessus, enfin plusieurs entreprises, mais dont une rennaise, donc je suis assez content. Avec une Allemande, elles se sont associées, mais c'est l'avenir. On vous propose, on vous force un peu la main à aller sur, je crois que c'est France Connect, si je me trompe pas. C'est pas pour rien, c'est pour garantir votre propre sécurité numérique. Donc voilà, c'est un peu lourd, c'est un peu embêtant parfois, mais n'ayez pas peur finalement d'utiliser ces systèmes qui sont là, qui sont des vrais systèmes pilotés par le gouvernement et qui sont faits pour vous protéger. Alors là, vous abordez le troisième point que je voulais qu'on aborde dans la table ronde, et c'est très bien. Et déjà, Xavier, il y a déjà un peu répondu en partie. C'est que pour l'instant, toute notre protection contre la fraude dépend des grands laboratoires, les laboratoires centraux, des laboratoires privés, etc. Et ça me paraît assez clair que dans le futur, c'est nous-mêmes, chacun, qui devons être capables de déterminer ces fraudes. Bon, vous nous avez parlé de ce code QR sur le vin, c'est très bien. Mais je suppose que c'est assez facile à frauder, ça, de changer le code. Non ? Enfin, et quelle est votre opinion par rapport à ça? Peut-être que ça va être individuel maintenant. Nous-mêmes, on va pouvoir détecter la fraude. Oui, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure. D'opinion, j'en ai pas. C'est simplement, je repense avec ma logique de scientifique. Ça va être la robustesse de l'outil. Oui. Est-ce que ça décalera jamais que les fraudes sur autre chose? On va aller sur là où il y a le plus de profit, donc c'est évident que le dématérialiser, pirater un système, il n'y a plus besoin du produit, ça peut apporter de plus grands gains. D'un autre côté, il restera toujours des produits physiques, matériels, et donc il restera toujours une fraude résiduelle sur ce type de produit. Comment marchera une identification par le consommateur? Parce que dans le droit aujourd'hui, faut aussi faire la distinction entre ce qui relèvera de sa propre décision de dire peu importe si c'est une fraude ou pas, en tout cas, moi, je ne m'engage pas en tant que consommateur sur ce produit, et là, à la limite, c'est son libre choix. Mais par contre, aujourd'hui, la fraude, elle est connotée avec une définition réglementaire derrière. Donc, un individu lambda, dans notre univers d'aujourd'hui, ne peut pas légalement démontrer une fraude tout seul. C'est pour ça que les systèmes de terrain, par exemple, oublions le consommateur lambda, nos collègues douaniers, aujourd'hui, ici et maintenant, ont des scanners de terrain pour faire, vous les avez tous vus dans les aéroports, c'est soit le doigt, soit la semelle, soit directement le détecteur rarement portable où il va scanner. Eh bien, la constatation, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas légale. Il a le pouvoir de retenir la personne, en attendant qu'il y ait une constatation selon la réglementation qui, pour l'instant, vous le disiez très justement, se fait en laboratoire. Un jour, elle pourra se faire autrement sur une plateforme, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir une différence entre le libre choix du consommateur de ne pas se tourner vers un produit avec des applications et dont la robustesse sera essentielle, parce qu'il y aura toujours des enjeux économiques derrière. Donc, qui a créé la plateforme ? Est-ce que s'il y a une banque derrière, quelle est sa robustesse? Et puis, heureusement, la démonstration légale d'une fraude qui, elle, va relever toujours et encore de la justice, je l'espère. C'est vrai que sur le vocabulaire, il faut être précis, parce que plutôt parler d'outils d'aide à la prise de décision, c'est-à-dire qui peuvent aiguiller. Alors, aiguiller, ça peut être de ne pas consommer ce produit-là, se balader sur un marché, il y a une mesure qui est liée. Ça peut être aussi de faire découvrir quelque chose qui a été masqué et qui revient sur la base de données et puis qui donne une indication vert, orange, rouge. Et là, le consommateur fait son choix, j'achète ou j'achète pas ce produit. Déjà, ça peut être une première étape. Et puis après, c'est de saisir les autorités, parce que ces méthodes un petit peu rapides d'empreinte qui vont donner une information, elles risquent d'avoir des fois des manques de robustesse, mais c'est juste un warning en disant voilà, maintenant il faut un prélèvement, ça va sur une analyse plus lourde qui pourra conduire à des conséquences plus sévères, mais c'est un petit peu finalement une contribution participative du consommateur qui va aiguiller les douanes ou les autorités en disant là, j'ai un doute sur un produit qu'on a voulu me vendre, venez faire une saisie et peut-être que là, ce sera plus efficace, parce que tout ouvrir tous les containers, même avec des outils rapides de proche infrarouge où on vient avec des bases de données pour vérifier, même ça, je pense que humainement, à moins vraiment d'avoir une multiplication d'agents de force publique, c'est infaisable, même avec des méthodes en 5 minutes. Bon, pour conclure, le dernier point, la dernière question qu'on peut se poser, c'est, puisqu'on est dans chimie, les défis de la chimie, est-ce qu'il y a des
secteurs de la chimie, enfin je parle dans la détection là principalement, bien que vous nous en ayez exposé toute une série de techniques, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir évoluer et qui faciliteraient votre travail, que les chimistes pourraient vous apporter, ou les physico-chimistes? Aujourd'hui, ça existe déjà, donc c'est pas totalement prospectif ma réponse, ça existe déjà, c'est clairement l'analyse non ciblée. Les enjeux de l'analytique, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a vu depuis ce matin, c'est de l'analyse ciblée. Toutes nos interventions, c'est de l'analyse ciblée. Non, mais la non ciblée, c'était quand vous avez... La non ciblée, c'est je n'ai plus d'a priori sur ce que je fais du traitement de signal, je dis même plus des spectros de masse, je fais de l'acquisition de signal, ce qui fait que théoriquement, la totalité de ce signal issu de X individus me donne une information. C'est théorique. Cette information, elle est diluée dans... Je suis désolé, ça peut paraître un peu complexe, mais non. Elle est diluée dans un ensemble de variables inconnues qui est ce signal non traité. Donc l'IA doit... Et ensuite, on se dit que de ces 100% d'informations qui peut-être ne sont pas intéressantes, il doit y avoir un certain nombre de possibilités de répondre à des questions que je me suis posées en amont. Et ça, c'est de l'analyse non ciblée. Et là, effectivement, à partir de là, on fait du traitement du signal. Aujourd'hui, on peut faire du traitement du signal sans intelligence artificielle. L'analyse non ciblée le fait, c'est la chimiométrie. Je vous en ai présenté des bouts très, très simples. Et ça, pour moi, c'est un des gros enjeux. Et pour en terminer, c'était ce que j'ai dit très simplement. On passe de « je sais ce que je cherche et je confirme ce que je cherche » à « qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans mon produit ?» C'est très intéressant. Ça, c'est un vrai changement de... Il y a du boulot, là, quand même. Il y a du boulot. Alors, tant qu'à faire, si on fait la liste au Père Noël, c'est encore, c'est pas pour tout de suite. Mais après, il y a des besoins aussi de miniaturisation de pas mal d'objets. Et donc là, il y a des travaux très larges en chimie sur ces questions de miniaturisation et de vitesse d'acquisition, de fréquence d'acquisition. Enfin, il y a encore pas mal de recherches pour le monde de la chimie au sens large, sans parler, bien sûr, de l'interdisciplinaire avec l'interfaçage de la chimie avec l'IA, où là, c'est un pan entier de développement. Enfin, on pourrait aussi en parler pendant un paquet d'heures, quoi. Sur des petits modèles, par exemple, où ils ne nous demandent pas des bases énormes pour pouvoir commencer à faire du traitement des données, quoi. Je crois qu'on a fait un peu le tour de la situation, à moins que dans la salle... Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Bon, on a eu des réponses, des éléments de réponse par rapport aux outils analytiques, etc. Mais je pense que j'ai bien aimé ce matin ce qu'a dit la personne de l'OCDE, à savoir ce dont on a besoin, c'est des pouvoirs forts, c'est-à-dire des pays dans lesquels, effectivement, les organismes de contrôle, les agences gouvernementales sont puissantes. Et ça rejoint un peu votre remarque sur l'OMC. En effet, moi, je pense que c'est là l'enjeu. C'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une gouvernance internationale pour essayer de traquer les canards boiteux. Mais là, on va au-delà des défis de la chimie. Là, je ne suis plus dans le domaine de la science. Je suis dans le domaine international. Je pense que nous avons pas terminé. Je voulais tous vous remercier, même si les rangs se sont un peu éclaircis. Les derniers courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la journée, merci beaucoup. Et au prochain défi, on n'a pas encore fixé complètement le sujet, mais ça sera l'année prochaine. En attendant, on aura des chimies et le prochain chimie aura lieu au mois de novembre et s'appelle Chimie et recyclage. Voilà, merci et à bientôt.